Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la table ronde Les nouveaux visages de l'upcycling du festival En mode bifurcation du Ground Control, donc qui est un festival qui nous propose de réfléchir à notre rapport aux vêtements et à comment est-ce qu'on pourrait essayer de produire une mode plus durable pour la planète et les humains. Donc avec cette table ronde, l'idée c'est d'explorer les innovations qui peuvent accompagner le développement de l'upcycling et aussi les engagements sociaux qui peuvent aller avec cette pratique. Donc pour parler de tout ça ce soir, nous avons Gaëlle Constantini, créatrice de la marque éponyme lancée en 2019, Justin Chiron et son collègue Benjamin Farcy qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui ont créé Rainer Upcycling, donc qui est une marketplace multimarque dédiée à l'upcycling et à la mode régénérée. Camille Gréco, donc, qui est la secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire et la fondatrice de Crush On, et Adélaïde Renaud, qui est la directrice artistique de la marque Air Slash, qui est une marque qui a été lancée par le Relais Val-de-Seine. Donc vous connaissez le Relais, ils font de la collecte et du tri de vêtements, et ils ont décidé de lancer une marque d'upcycling pour régénérer une partie de ce qu'ils récoltaient. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, ce qui peut être intéressant d'analyser, c'est que le fait de réutiliser des pièces, de les réparer, de les associer à d'autres pièces pour prolonger leur cycle de vie, en fait, c'est une pratique qui est ancestrale, notamment au sein des classes populaires. Donc, on fait depuis très longtemps. Et depuis quelques années, dans la mode, c'est devenu absolument essentiel. Donc, est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur le fait que pourquoi est-ce que c'est devenu populaire seulement si récemment dans l'industrie de la mode ? Bonjour à tous. Je vais probablement donner un élément de réponse. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a eu deux wake-up calls qui ont fait en sorte que d'un côté, les consommateurs ont eu une sorte de réveil des consciences pour consommer mieux et plus durablement. Mais aussi les marques dans deux étapes différentes. Donc la première wake-up call, c'est, je pense, l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a mis la lumière sur les modes de production exécrables de la fast fashion aujourd'hui et des chaînes de production à rallonge de l'économie linéaire que la mode a suivi pendant très très longtemps, historiquement. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi que les consommateurs sont les entrepreneurs de demain et d'aujourd'hui en fait. Et vous allez voir, dans la mode durable, il y a beaucoup de jeunes. Je pense que aussi on peut le voir à la moyenne d'âge de cette table ronde. On est tous des entrepreneurs dans la mode durable et on est assez jeunes. Et je pense qu'on a tous été choqués par cet effondrement du Rana Plaza, par les manières de consommer. On a tous aussi envie de changer les choses. Donc ça, c'est une première chose qui fait que l'upcycling aujourd'hui est de plus en plus présente dans les modes de production du textile. Le deuxième, c'est aussi, je pense que ça vient aussi des marques de plus en plus, parce qu'il y a une règle qui est passée, enfin une loi qui est passée, qui est la non-destruction des invendus aujourd'hui, qui oblige les marques à réfléchir, à ne plus gaspiller et à réfléchir à leurs invendus. Et donc ça c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est une obligation légale qui fait qu'aujourd'hui, les marques doivent se torturer le cerveau pour arriver à moins produire et en tout cas à mieux réutiliser leurs invendus. Et donc de là en découle l'upcycling aussi à grande échelle, si on peut dire ça. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Oui, peut-être. Je crois aussi que c'est une synchronicité des éléments en vrai par rapport aussi à tout ça, et de se dire que nous, en tant que créateurs, on a eu aussi le rôle pédagogique d'accueillir des étudiants tout le long de l'année et de leur donner en tout cas une nouvelle dynamique sur la manière de s'imaginer la mode, de la créer en oubliant un petit peu les standards et en se réinventant même économiquement, de partir de choses qui existent pour pouvoir les transformer. Je crois qu'il y a eu vraiment plusieurs acteurs sur cette prise de conscience qui a découlé du coup et puis le travail des journalistes aussi qui ont creusé, qui ont investi, qui se sont investis dans les différents sujets et qui ont fait la lumière du coup sur toutes ces inégalités dans l'industrie et qui a fait qu'aujourd'hui c'est même plus un effet de mode, c'est quelque chose d'essentiel pour la survie de l'humanité, quoi.
Non, c'était juste pour approfondir le point de Camille, qui était assez vrai sur le réveil des consciences, bien entendu. C'est aussi, je pense, l'arrivée sur le marché de la génération Z, qui a commencé qui commence en 96, je crois, et ils ont leur premier salaire à dépenser. Et ils ont en effet connu tous les soucis qu'on a tous connus ici. Et donc forcément, il y a ce réveil, plus l'arrivée sur le marché de cette génération qui a obligé les grosses marques déjà présentes à transiter comme ils sont en train de le faire, et à donner aussi envie et l'espoir aux jeunes entrepreneurs que nous sommes tous ici, de créer quelque chose d'un peu plus cohérent et en lien avec ces nouvelles habitudes de conso et variables de recrutement de cette nouvelle cible en fait. Et je veux juste rajouter, oui, que par rapport aux jeunes générations, je pense qu'il y a aussi une recherche de sens de la part des créateurs et des consommateurs. Une recherche de sens dans la façon de consommer, dans la façon de créer, réfléchir différemment et essayer d'impacter le moins possible aussi. Donc c'est en se tournant vers des choses assez simples et des choses qui existaient déjà avant, notamment la seconde main qui s'est popularisée et qui est devenue quelque chose de complètement normal aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment se tourner vers quelque chose de plus simple qui existait déjà avant, la seconde main et l'upcycling finalement. Oui, puis ce qui est aussi très intéressant, c'est de constater que l'upcycling, en fait, ça s'est vraiment répandu dans toutes les strates de l'industrie de la mode. Donc, on le voit avec vos activités. Par exemple, Camille, donc, tu es la secrétaire générale donc, de la Fédération de la mode circulaire. Donc, c'est une fédération qui soutient les marques circulaires en France et qui affirme notamment que le luxe doit être à l'avant-garde de cette transition parce que le luxe, notamment dans la mode française, a un poids qui est conséquent. Et Adélaïde, avec ton travail de directrice artistique de R, ce qui est intéressant, c'est que vous opérez dans des pans très différents de l'industrie, mais qu'on retrouve dans le luxe, comme dans ce qui est lié à la seconde main, l'importance de l'upcycling, en fait. Comment est-ce que vous expliquez cette versatilité ? Vas-y. Je pense que c'est une complémentarité, et c'est ce qu'on... C'est une industrie qui est en pleine recherche, qui est en pleine transformation, et aujourd'hui, il faut qu'on collabore tous ensemble, tous les acteurs ensemble, pour arriver à trouver des solutions qui permettent de consommer mieux et de produire mieux. Pour revenir sur la fédération de la mode circulaire, pour refaire juste un petit récap, parce que c'est une toute nouvelle fédération, on a été officialisé il y a une semaine de ça. Rainer fait partie des adhérents, des premiers adhérents. Le but, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs de la mode circulaire qui s'intéressent à la mode circulaire ou qui innovent dans la mode circulaire, petits comme grands. Donc vraiment des acteurs qui ont dans leur business model la mode circulaire vraiment dans leur ADN, mais aussi des acteurs qui vont s'y intéresser, innover, faire des recherches qui font partie du luxe ou qui font partie du retail. Enfin, on a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, on a 120 adhérents. On a été officialisé il y a une semaine. Pour vous expliquer un peu comment c'est structuré, en fait, il y a 3 branches. Il y a la branche vintage, la branche recyclage textile et la branche upcycling. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un panel global de tout ce qui peut représenter la mode circulaire aujourd'hui. Et effectivement, il y a un board de travail et de réflexion autour du luxe et la circularité, parce qu'on considère le luxe aujourd'hui comme un tremplin des nouveaux modes de consommation, et notamment de l'upcycling. C'est un tremplin qui va apporter de la visibilité à des jeunes acteurs, mais aussi de l'innovation et surtout les outils pour donner de la visibilité à une autre manière de consommer, à une autre manière de produire. Voilà. Complètement. Et je pense que les acteurs se rendent compte aussi que l'upcycling, ça peut devenir une force créative. Et comme tu disais, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de rassembler les différents acteurs. On a tous commencé à grandir, à créer de notre côté, mais aujourd'hui, il faut rassembler les différentes forces, il faut rassembler le travail, les réflexions pour que ça devienne beaucoup plus fort, pour que ça ait plus d'impact et qu'on puisse sensibiliser plus facilement aussi. Donc, on peut parler donc de la Fédération de la mode circulaire, bien sûr. Et je pense que vous avez des enjeux qui sont encore plus gros en termes de production même, parce que vous travaillez notamment avec des grands groupes comme Kering. Et donc, ça va être un défi qui est énorme. Mais il y a également d'autres acteurs qui sont en train de se regrouper, notamment avec Fashion Green Hub, avec Rainer qui regroupe les créateurs également.
Et je pense que c'est vraiment important de venir rassembler toutes ces forces et qu'on ne soit pas dans cette compétition à tous travailler, chacun de notre côté. On peut vraiment beaucoup s'apporter et permettre de grandir. Ça peut permettre de grandir encore plus vite. Donc, Ah bah oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est donc exactement comme tu le dis, Adélaïde, c'est qu'il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de créateurs qui s'impliquent dans l'upcycling et la mode circulaire. Et il y en a qui ont commencé au niveau de la mode éthique il y a très longtemps. Gaëlle, tu as lancé ta marque en 2009, donc à une époque où tu revendiquais déjà des engagements éco-responsables, alors que ce n'était pas nécessairement très valorisé dans l'industrie, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Comment est-ce que ton projet a été accueilli et comment est-ce que tu vois l'évolution de cet accueil maintenant ? Et ça avance dans le bon sens, donc ça c'est déjà positif. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de freins, même en termes de seconde main, hein, parce que les gens, leur argumentaire était surtout basé sur l'odeur du vêtement qu'ils ne supportaient pas, sur le fait de pouvoir se chausser avec des chaussures que des gens avaient déjà mis, ou porter des pantalons qui avaient déjà été portés, ou même en termes de linge de maison, dormir dans des draps qui ne leur appartenaient pas et qui n'étaient pas neufs. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivée et que je leur ai proposé des robes réalisées avec des anciens draps d'hôtel, ils m'ont dit mais ça va pas, on mettra jamais ça, les gens ont fait l'amour dedans, c'est dégueulasse. Et je leur disais mais au contraire, moi je trouve ça génial, c'est de l'énergie, et puis évidemment que c'est lavé. Mais donc ouais, on avait beaucoup de freins comme ça, les gens n'étaient pas vraiment prêts. Et l'upcycling a grandi en même temps que la seconde main, en fait, j'ai l'impression. En tout cas, d'un point de vue popularité. Et ça a été une grande chance. Mais c'est vrai qu'il a fallu vraiment porter le projet, jamais baisser les bras, pour apporter la preuve que c'était portable, hein, qu'il allait rien se passer, et qu'au contraire, on allait faire du bien autour de nous en ayant ce genre de démarche, quoi. Mais c'est vraiment... moi, j'ai jamais travaillé autrement que comme ça. Vraiment, j'ai commencé à recycler des anciens vêtements, à les découper pour les rendre contemporains. Parce que je trouvais ça intéressant, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai grandi dans le sud de la France. Et j'ai vu la tonne d'anciens vêtements qu'il y avait partout dans aux quatre coins de Paris, dans toutes les friperies, Guérissol, etc. Et je me suis dit, ce serait génial d'arriver à prendre ce qui existe et puis à le transformer pour le rendre contemporain, le refaire vivre dans la scène actuelle. Et j'ai vraiment démarré comme ça. Et après, des processus de production, etc., je me suis plus finalement attachée au linge de maison, parce que j'avais des métrages et que c'était plus facile. Mais tout partait tout est toujours parti du principe d'upcycling. Oui, donc tu étais vraiment une pionnière sur la question. Et maintenant, l'upcycling, on le retrouve dans tout type de business. Notamment, vous connaissez les e-shops ou les marketplaces qui vous proposent plusieurs marques. Et bien maintenant, il y en a aussi pour l'upcycling. Justin, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, quand vous avez créé Rainer avec Benjamin Farcy, vous avez choisi spécifiquement de valoriser avant tout l'upcycling et la mode régénérée ? Au lancement du projet, on ne l'a pas fait pour l'upcycling, et encore aujourd'hui, je le fais pour la créativité d'abord. Et il s'avère que, comme on l'a dit, l'upcycling est un levier de la créativité, en tout cas est un moyen de produire qui permet d'étendre sa créativité. Et c'est en ça que ça nous a intéressés. Benjamin, il a un profil artistique et à la fois très business, il travaille chez Kering. Moi, c'est pareil, au moment où je l'ai rencontré, j'étais data analyst et à côté photographe. Et on a tous les deux eu ce constat, on a beaucoup d'amis créatifs, artistes, qui ont du mal en fait à rencontrer leurs acheteurs ou juste à échanger avec les autres marques, puisqu'ils n'ont pas ce double discours qui est un discours qui est quand même... le discours artistique du discours business est quand même très différent. Ils n'ont pas le double langage. Par chance, notre double casquette nous permettait d'avoir, en tout cas, de comprendre ces deux langages. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne mettrait pas au service des marques ? Et il s'avère qu'on a lancé ce projet pendant le Covid, fin du premier confinement. Donc là, on a vu des tonnes de reportages sur les masques qui étaient récupérés, sur les mamans qui faisaient des choses avec les jeans pour les réparer, etc. Et les collabs qui commençaient déjà à naître des grandes marques.
Marine Serre qui montait, etc. On s'est dit, l'upcycling, c'est vrai que ça peut être super intéressant de le mettre au cœur du projet, d'être vraiment différenciant dans la proposition de valeur, puisque sur la base uniquement de la créativité et des marques créatives, on allait se heurter à des gros faiseurs comme Farfetch, Essence ou Louisa Via Roman est apporté, où là on n'a pas grand-chose à apporter. Et c'est en ça que l'upcycling est devenu pour nous une solution, en tout cas un moyen de se différencier, mais toujours par le prisme de la créativité. Merci. Oui, c'est comme tu dis, c'est extrêmement intéressant parce que ça offre des possibilités créatives et techniques, même si parfois ça peut faire un peu peur, qui en fait sont vraiment extraordinaires. Bah oui, du coup, Gaëlle et Adélaïde, en tant que créatrice de marque et directrice artistique, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des techniques que vous utilisez, de votre approche artistique pour concevoir spécifiquement donc des vêtements upcyclés? L'upcycling, en fait, c'est un processus de création qui est complètement inversé. Alors nous, on a fait le choix au Relais parce que c'est un centre de tri et l'atelier de couture a été monté à 50 mètres de l'atelier de tri, donc c'est une vraie chance. Et puis la marque est toute jeune, toute récente. On a lancé la marque avec la première collection là, début décembre, et l'atelier de couture et la marque se sont lancés en 3 mois. Donc on a improvisé un atelier de couture au début juste en face, et donc on a décidé de se baser sur la matière qu'on avait et sur les compétences qu'on avait aussi en interne. Donc on part de la matière, et nous on reçoit entre 20 et 25 tonnes de textiles par jour. Donc en termes d'inspiration, c'est assez génial, et on a de quoi faire, on a le choix. Mais on a vraiment fait le choix de travailler sur des matières qui étaient déjà abîmées, qui étaient déjà trouées, parce qu'on a des boutiques pour le Relais, donc des boutiques qui sont dingue fringues, et on ne voulait pas empiéter sur ces pièces-là qui peuvent être utilisées déjà en état. Donc on a fait le choix de travailler sur des vêtements déjà abîmés et des belles matières. Donc là, par exemple, on a sorti un pull en cachemire. On est allé chercher les pulls en cachemire qui avaient les petits trous de mythe. Ça arrive souvent, mais les belles matières. On a également fait des sweats qu'on a coupés en deux et qu'on a mixés. Et en fait, ça, c'est des sweats qui avaient une tache sur le bras, et du coup, on vient repenser et selon la tâche aussi repenser le vêtement. Et du coup, on est vraiment sur de la pièce unique parce qu'on est sur du vêtement unique quand on va le chercher. Donc il faut repenser à chaque fois le patron au niveau des tailles, au niveau des matières. Et puis on essaie d'avoir une mode qui est vraiment inclusive au niveau des tailles. Donc on commence sur une taille 34 et on va au 46. Donc c'est pareil, il faut voir au niveau des tailles, au niveau du sourcing. Mais c'est un processus de création qui est complètement inversé et qui a un cahier des charges du coup qui est plus strict, mais comme je disais, qui pousse à la création. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc c'est une autre façon de penser, une autre façon de créer. Et c'est vraiment se baser sur ce qui existe. Et donc là, on se base sur la matière qu'on a et les compétences qu'on a pour l'instant, mais l'atelier est voué à s'agrandir dans l'année en tout cas. On est en train de voir pour passer en ACI, donc en chantier d'insertion, ce qui nous permettrait de recruter des personnes sur les postes de couture et des personnes qui sont encore plus éloignées de l'emploi, qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui sur les postes de tri. Et donc pareil, ce seront des patrons qui seront adaptés du coup aux compétences qu'on a en interne et qui permettront aussi de former les personnes sur ce métier-là. Bah, trop bien. Et Gaëlle, du coup, toi, tu procèdes comment ? Je crois qu'il faut différencier du coup effectivement l'upcycling sur des pièces uniques et partant de produits d'invendus ou de pièces existantes. Et après, nous on récupère par exemple avec le Jacquard français ou avec la maison Thévenon les chutes de production, mais en rouleau, qui ont été détériorées à la production. Donc ça peut être déchiré, ça peut être des fils tirés sur le Jacquard français parce que c'est encore du tissage mécanique qui est fait dans les Vosges. Ou alors ça peut être un problème de teinture sur tout un pan du tissu. Et du coup, ça nous laisse moins de contraintes techniques. Mais quand on part, je pense, dans une optique d'upcycling, et donc qu'on fait quand même ça pour l'écologie. Du coup, moi, j'approche toujours le zéro déchet sur mes patronages, parce que vraiment, j'essaie d'aller jusqu'au bout de la dernière miette du tissu pour pas avoir à la jeter et plutôt pouvoir la recycler ou la transformer. Et c'est vrai que moi, je vais plus partir dans un process comme ça, de zéro déchet,
et ne pas forcément, comme vous, du coup, couper là où il y a une tache ou un trou, mais plutôt aller plutôt le faire ressortir comme un élément de détail, parce que il porte une histoire aussi, hein, ce petit trou ou cette petite tache. Ça fait partie du charme d'ailleurs. Exactement. Et Pardon, et si je peux juste rajouter quelque chose, je trouve ça intéressant que tu parles du zéro déchet aussi dans l'upcycling. Je pense qu'il faut faire attention aussi de créer, parce que c'est aussi beaucoup de création l'upcycling, mais de ne pas créer pour rien et de vraiment être dans ce processus d'éco-conception et de réfléchir au sens du vêtement créé. Est-ce qu'il a une utilité ? Et pareil, au niveau du zéro déchet, du coup, nous, l'avantage, c'est que le centre de tri est juste en face, donc au niveau des chutes, la gestion des chutes est assez pratique. Mais c'est vrai que oui, penser le vêtement dans sa globalité et travailler avec des intemporels, avec des pièces qui ne répondent pas à des tendances juste temporaires, voilà. C'est des vêtements qui sont extrêmement durables au final. Donc, comme on peut le voir, il y a des façons très différentes de créer des vêtements upcyclés. Il n'y a pas une seule méthode. Et donc, il y a des défis qui sont propres à chacune des manières. Par exemple, le fait de faire du patronage adapté, le fait de pouvoir valoriser les imperfections, entre guillemets, qu'on a sur des tissus qui viennent des dead stock. Justin et Camille, à travers les marques que vous soutenez, donc à travers Rainer et la fédération, est-ce que vous voyez des modes de production typiques et surtout, est-ce que vous pouvez constater des innovations qui accompagneraient le développement de l'upcycling et qui pourraient répondre à des défis ? Est-ce qu'on en est au tâtonnement ? Est-ce qu'on a déjà des solutions technologiques avancées ? Comment ça se passe ? Oui, alors la méthode de production, elle va vachement déjà varier en fonction de la taille de l'entreprise et comme on l'a vu, aussi de la localisation de l'entreprise. Nous, on a, je dirais, 3 types de créateurs marques. On va avoir ceux qui utilisent uniquement des pièces de seconde main. Donc là, c'est plus attrait à la pièce unique généralement. Il y a un travail qui est assez long. Mais qui reste quand même très limité, puisque c'est uniquement de la pièce unique. Vous avez ceux qui utilisent les invendus, les dead stock de grandes maisons. Donc là, c'est intéressant. C'est un peu au final ce que fait Gaël en nouant des partenariats avec des grandes maisons ou dans l'hôtellerie ou n'importe quoi. Mais là, ça devient intéressant. On commence à pouvoir faire du métrage. Faut-il encore pouvoir le produire ? Et là, ça dépend encore une fois de l'évolution de la marque. On a certains créateurs qui travaillent de manière 100% autonome, qui font leur quantité, leur petite quantité. On en a d'autres qui transitent, et je crois que c'est un peu l'objectif de chaque marque, en tout cas en upcycling, vers de l'atelier de production spécialisé dans l'upcycling. Ça existe de plus en plus. Je pense notamment à Atelier Espero qui travaille, qu'on représente là, à partir du mois de mai. L'Unique Façon qui vient de se lancer aussi dans la production upcycling. Donc on commence à avoir des ateliers qui sont capables de faire des minimums, de produire pour des minimums de 100-200 pièces, ce qui va vraiment permettre aux jeunes marques que nous on représente de pouvoir étendre leur catalogue. Et c'est ce qui fera la différence demain sur des plateformes comme la nôtre, mais aussi pour elles. Et enfin, on a les invendus de grandes maisons, les fins de rouleau. Et donc là, vous avez Uptrade, Nona Source, Adapta pour le cuir, donc des bureaux d'achat de matières qui permettent déjà d'avoir cette traçabilité qu'on peine à avoir en upcycling, et qui permet aussi de récupérer donc tous ces fins de rouleau de grandes maisons, donc qui sont censés être de bonne qualité. Pour pouvoir justement, encore une fois, aller vers des productions de petites et moyennes quantités. Donc voilà, nous, ce qu'on observe, il y a évidemment de l'évolution. Il y a également de l'évolution due à la technologie. Je pense à Scotomala, par exemple, qui digitalise le patronage, puisque le process de patron et de patronage consomme énormément aussi de textiles qu'on se voit jeter. Il le digitalise et permet d'avoir un rendu le plus proche de l'arrêté possible, en pouvant également avoir un aperçu porté sur des modèles 3D, etc. Donc il y a de l'innovation, on a les grandes maisons qui commencent à s'ouvrir et à comprendre aussi qu'il y a un enjeu. Donc les choses vont dans le bon sens et vont permettre à chacune des marques de s'y retrouver en fonction aussi de son envie de voir évoluer sa marque à grande ou plus moyennes échelles.
pense que j'ai pas grand-chose à ajouter, c'était hyper complet sur les différents profils de créateurs. Je pense que ce qui les rassemble tous, c'est la complexité du passage à l'échelle, quoi qu'il arrive. Donc soit effectivement on travaille sur des pièces uniques, soit on travaille sur des collections très très limitées. C'est ce qui fait tout le charme et la valeur de l'upcycling aujourd'hui comme un vrai savoir-faire qui doit être dont le luxe doit s'approprier aussi ce savoir-faire, et il doit y avoir des échanges, que ce soit en termes de technologie ou en termes de savoir-faire entre les petites marques et les grandes marques. Et c'est la clé de tout. Tout à fait, la collaboration pour le progrès. Donc, ce qu'on peut voir, en tout cas, vous avez tous, vous connaissez des marques différentes, des modes de production différents, mais il y a quand même au moins une chose qui relie toutes ces entreprises, c'est la volonté de limiter l'impact du vêtement, de limiter le gâchis textile. Donc, en fait, il y a très clairement des engagements écologiques. Gaëlle et Adélaïde, en plus de ces engagements écologiques, est-ce qu'à travers du coup, les pratiques de vos marques, vous voulez inclure des engagements sociaux aussi? Tu parlais notamment des ateliers d'insertion. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais commencer. Moi, j'ai découvert les ateliers d'insertion en 2011 et j'ai commencé à travailler avec eux. C'était auprès de Emmaüs à Maison-Alfort. Et ça a été une vraie révélation, mais déjà d'un point de vue pratique, parce qu'on avait du mal à trouver un atelier qui puisse faire des petites quantités en France. Et c'était extrêmement cher également. Et on n'avait pas envie de sortir un Made in France qui soit intouchable. Donc on est allé se renseigner, on a découvert les ateliers d'insertion. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 3 ateliers. Et ça a toujours été un mode de fonctionnement. Je crois que tout doit être lié pour faire qu'un projet est global et puisse rayonner librement dans la bienveillance. Il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre entre l'écologie, le solidaire et l'économie locale. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire et de ça depuis toujours. Ouais. Adélaïde, du coup, vous procédez comment? Eh bien, le Relais est une entreprise d'insertion de base et répond à des valeurs sociales et écologiques très fortes. Donc, évidemment qu'on a un fort engagement social. Et puis, je veux faire aussi une petite allusion au GIEC qui a quand même précisé que la justice sociale et l'engagement écologique n'étaient pas dissociables. Et il me semble important de faire participer le social à cet upcycling. Donc nous, c'est une entreprise d'insertion où on a 80 personnes pour le Relais Val-de-Seine en insertion sur 150. Et donc la marque est très jeune, comme je disais. Donc elle a été montée en 3 mois, donc avec moi et puis 2 personnes qui étaient en stage pour 4 mois, et on va continuer là avec des personnes en stage pour les prochains mois. Mais notre objectif sur la fin de l'année, c'est de pouvoir embaucher des personnes en insertion, et donc plus éloignées de l'emploi, comme je disais, et en passant par une ACI, et d'agrandir l'équipe et vraiment de créer de l'emploi d'insertion. Et c'est d'ailleurs notre slogan de marque, Social Figure, qui représente cette histoire. En fait, on parlait d'histoire tout à l'heure, et je trouve ça assez intéressant de préciser ça. C'est qu'on travaille sur des pièces de seconde main, donc qui ont déjà leur propre histoire, et mettre en avant cette histoire en mettant également en avant l'histoire des personnes en insertion qui viennent participer à la création de ces pièces. Et on est sur des vêtements, des créations qui sont vraiment engagées, qui ont du sens. Donc non, je trouve ça important d'avoir ces 2 engagements-là. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, About the Worker fait un très très beau travail là-dessus, justement, ouais, en faisant confectionner leurs pièces avec la direction artistique des ouvriers. C'est assez incroyable. Tout à fait. Ces 2 aspects qui sont encore plus importants, encore plus intéressants quand ils sont liés, et qui donnent beaucoup de sens. Et du coup, de votre côté, à travers donc les marques que vous avez avec la Fédération Airliner, Camille et Justin, est-ce que vous voyez aussi des engagements sociaux, donc que ce soit avec des grands groupes ou avec des jeunes labels? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment commun aux marques d'upcycling, ou que ça dépend complètement? Oui, c'est assez commun, comme l'ont dit les filles avant. Je pense qu'on ne peut pas vouloir le bien de la planète sans vouloir le bien de l'être humain de manière générale, puisqu'on fait avant tout ça pour les générations futures, puisqu'on n'en verra pas les fruits. Mais du coup, évidemment qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de marques
qui font appel à des ateliers de réinsertion, d'insertion. C'est quelque chose qui est assez commun. Je dirais qu'on a 50% des marques présentées sur Rainer qui sont en effet dans une démarche solidaire. Atelier Espéro, encore une fois, fait travailler des réfugiés de guerre syriens, afghans. Et d'ailleurs, ce projet est soutenu par Balmain. Donc non, on a pas mal de créateurs qui sont déjà dans cette démarche-là, naturellement, je crois. Oui, complètement. Je pense que quand tu es prêt à déconstruire un vêtement, tu es prêt à déconstruire toute la chaîne qu'il y a autour. Et le but, c'est vraiment pas de déconstruire pour juste l'esthétique ou le... Enfin, c'est vraiment pour le message qu'il y a derrière. Je pense que tous les créateurs upcycling sont dans la même démarche, cette démarche écologique et sociale, et donc de transformation des modes de production actuels et l'éco-conception. Donc oui, ça fait partie de la démarche aujourd'hui de nos créateurs upcycling aussi au sein de la fédération. Je pense notamment au Récupérable, qui est une des premières créatrices upcycling, en tout cas qui est passée à l'échelle et qui arrive à faire des collections sur elle récupère des rouleaux de fin de marque et elle en fait des très belles collections. Et en fait, elle utilise, elle travaille avec des ateliers de réinsertion. Sur l'ensemble depuis sa création en fait. Donc ça n'a même pas été une question d'utilité ou de praticité, c'est vraiment le début, on déconstruit tout et on voit comment on peut faire mieux, quoi. Merci beaucoup pour ces exemples. Du coup là on a quand même un panorama assez vaste de l'état de l'upcycling en France en tout cas. On voit qu'il y a eu des pionniers, que maintenant il y a de plus en plus de monde, que ça se décline dans toutes sortes de business. Du coup quand on voit tout ça, quand vous vous projetez dans quelques années, comment est-ce que vous voyez, quelle place vous voyez l'upcycling occuper dans l'industrie de la mode, et est-ce que vous avez des ambitions ou même carrément des vœux pour ce mode de production ? L'upcycling sera le futur de la mode. La mode circulaire sera le futur de la mode et l'upcycling en sera le fer de lance. Ouais, après, on peut se dire aussi qu'on va trouver un tissu extraordinaire qu'on va pouvoir produire sans aucun impact ou avec un impact positif, et qu'on pourra faire des collections avec un tissu biodégradable qui causera pas de tort à la planète, quoi. On peut tout s'imaginer, hein, de toute façon, on n'est sûr de rien. C'est vrai. Et je pense qu'on peut espérer aussi que l'upcycling devienne aussi démocratisé que la seconde main, et que ce soit pas une gamme juste pour les grandes maisons, pour les grandes marques, mais que ça devienne vraiment une façon de penser, une façon de procéder. Et le fait de penser vraiment à ce qui existe déjà et donc à la mode de seconde main, parce qu'on a assez de vêtements pour habiller toute la planète pendant des années. Donc vraiment, changer cette façon de penser. Quand on a lancé Rainer, on s'était dit aujourd'hui on a le marché du prêt-à-porter, la fast fashion et le luxe qui pourrait s'apparenter en fait à l'aspect très créatif de la mode. Et on s'est dit au final, est-ce qu'il n'y aurait pas avec la seconde main la fast fashion d'aujourd'hui, la seconde main, et en l'upcycling, le luxe de demain. Donc moi, je pense que ça restera toujours le côté très créatif de la mode, avec peut-être un nouveau luxe, un creative luxe, je ne sais pas comment le définirait, mais ça restera pour moi ce côté très créatif de la mode de demain. Comme vêtements, on l'avait fait à l'époque aussi, ils ont arrêté, mais c'est vrai qu'eux, ils avaient un process créatif qui était extraordinaire, quoi. Ouais, c'était vraiment très beau, basé sur l'upcycling aussi, mais sur le mix de tellement de matières différentes. C'est très inspirant en termes de créativité. Oui, exactement comme tu disais, Justin, un luxe qui à la fois est de haute qualité dans sa créativité, mais aussi dans la façon dont on a rémunéré les personnes qui ont contribué aux vêtements, et qui est aussi luxueux pour nous dans le sens où il nous laisse plus de temps pour la planète. Et ça peut être très intéressant. Du coup, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou pas ? Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions ? Alors, si jamais vous avez des questions du coup pour nos invités, n'hésitez pas, si vous voulez connaître les secrets de leur marque. Oui ? Oui, on vous entend. Merci.
Merci. On n'atteindra jamais les prix de la fast fashion, ça c'est une certitude et c'est impossible. Ça va être aussi, et ça va être important, c'est le rôle de ce genre de conférences qu'on fait, mais aussi des médias, de faire comprendre et vraiment de montrer que la fast fashion aujourd'hui n'est pas la réalité. On va pouvoir tendre vers des modèles qui vont pouvoir faire des quantités, des passages à l'échelle vont permettre de réduire les prix. Mais on a dans tous les cas pour l'instant un coût de la matière qui reste quand même assez élevé, malgré que ça soit des fins de rouleau, un coût du process qui est aussi très long et qui demande beaucoup de temps. Pour toutes ces raisons, j'ai du mal à m'imaginer pour l'instant, à l'instant T, qu'on en vienne un jour à pouvoir populariser, comme peut le faire la fast fashion, l'upcycling. Mais pour moi, ça sera plutôt via l'utilisation de matières bio, éco-responsables, etc. Mais par le procédé, si on parle uniquement du procédé de l'upcycling, ça me semble compliqué pour l'instant. J'espère me tromper. Mais en tout cas, en ce moment, les recherches sont menées dans ce sens-là. Les entreprises cherchent justement à pouvoir faire ce passage à l'échelle qui est très très important pour le futur de la mode upcycling. Et si je peux juste intervenir rapidement par rapport donc nous à la marque R, c'est vraiment un défi que l'on prend à cœur, qui est de rendre l'upcycling accessible. C'est quelque chose qui est peut-être plus facilement réalisable pour nous parce qu'on se base sur des dons et qu'on se base sur de l'insertion, qu'on est en face de l'atelier de tri et donc on n'a pas aussi toute cette logistique et ces coûts. C'est quelque chose qu'on a mis en place quand même pour la première collection où on était alors forcément plus cher que la fast fashion parce qu'il faut rappeler et sensibiliser, et je rejoins dessus sur le fait qu'il faut rappeler que le vêtement a de la valeur et que l'artisanat a de la valeur également et que tout ça, ça a un coût et que... mais on veut essayer vraiment de rendre l'upcycling accessible et de le populariser, et notamment en travaillant à partir sur des petites techniques, sur des petits changements, parce qu'on travaille sur des vêtements tachés, mais on n'est pas obligé de déconstruire le vêtement entièrement à chaque fois. Et ce système est réalisable parce qu'on est au début de la marque et que la marque est jeune et qu'on est sur de la petite production pour l'instant. Forcément, c'est pas le même défi quand on est sur une plus grosse production et qu'on n'a pas les dons à portée de main aussi. Merci à vous deux, merci pour votre question et merci à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une autre conférence qui démarre dans 15-30 minutes, toujours sur la mode responsable. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse. Merci beaucoup.